Bonjour à tous déjà. Bienvenue pour ce premier atelier de la rentrée. On est tôt dans la rentrée, 1er septembre. Voilà, efficacité. On est là pour parler du coup d'énergie renouvelable et surtout de la nouvelle obligation qui est imposée effectivement aux bâtiments industriels et bâtiments logistiques d'obligation d'énergie renouvelable sur les bâtiments. GSE a accepté de participer, de venir nous en parler. Donc du coup, je vais laisser la main à Nicolas Aubert, donc, qui est le directeur du développement de GSE Bretagne, et puis Marc Esposito, qui est directeur du département R&D chez GSE, de nous en parler. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance effectivement la présentation. Je vous laisse développer, messieurs, et puis on garde du coup un bon temps d'échange en deuxième partie de cet atelier-là pour les remarques, les questions, et puis lancer les échanges. Voilà, je vous laisse la main. Ok. Merci Wen. Peut-être avant de commencer, Marc, on va présenter GSE pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc pour ma part, je suis Nicolas Aubert, je suis directeur du développement pour GSE sur la Bretagne. GSE est, pour information, concepteur et constructeur de bâtiments pour les entreprises, que ce soit des bâtiments tertiaires, d'activité, de production et de logistique. On réalise donc des bâtiments clés en main, avec un engagement contractuel à la fois sur l'ouvrage, sur le délai de réalisation de l'opération et sur le respect du budget. GSE, pour information, rassemble 450 salariés. On existe depuis 45 ans. Le siège est à Avignon, en France, donc, et on rassemble 14 agences régionales comme celle de GSE Bretagne pour être au plus proche de nos clients sur la France et au plus proche de nos opérations. Alors, on a effectivement été sollicité par Iwen et Bretagne Supply Chain pour cet atelier et on en remercie. C'est avec plaisir qu'on y participe. Il y a sûrement deux raisons principales. La première, c'est que c'est un sujet évidemment que l'on connaît bien maintenant chez GSE, puisqu'il s'impose à nous quelque part depuis la fin d'année 2019, puisqu'il est présent dans la grande majorité des opérations que l'on fait avec les clients. Et la deuxième raison principale, c'est que finalement, aujourd'hui, nous, GSE, on n'a rien à vous vendre, puisqu'on ne vend pas de solutions d'énergie renouvelable chez GSE. En revanche, on accompagne l'ensemble de nos clients qui sont concernés sur les prédispositions pour accueillir ces solutions d'énergie renouvelable. Donc, on aura une parole qui sera sûrement plus libre et plus transparente qu'un acteur qui pourrait être totalement concerné. Voilà. Je vais laisser la main à Marc sur cet atelier. Je vais le laisser se présenter. Et puis, vous verrez que cet atelier va peut-être vous permettre de répondre à pas mal d'interrogations. Et que finalement, cette nouvelle réglementation qui pourrait être vue fin 2019 comme une contrainte supplémentaire dans la construction, dans l'extension, peut s'avérer une opportunité intéressante à la fois écologique et économique. Après, la réglementation est assez fournie, les solutions sont multiples, il y aura sûrement des évolutions à venir à moyen terme, et là-dessus, Marc va pouvoir vous éclairer ce matin. Je te laisse la main, Marc. Merci Nicolas. Alors bonjour à tous, Marc Esposito, donc moi je suis responsable de l'innovation chez GSE, et l'innovation c'est effectivement deux grandes thématiques qui ne sont pas très nouvelles dans l'ère actuelle, qui sont la partie innovation digitale et la partie innovation environnementale. Là on est plus du côté environnement, et donc je vais essayer de vous parler le plus en détail possible, puisqu'on a normalement entre 40-45 minutes d'exposé, et puis il y aura une partie évidemment questions. En général il y a beaucoup de questions sur ces domaines, donc on aura l'occasion d'y revenir à la fin. Donc la production d'énergie renouvelable imposée aux entrepôts. Ce que je vous propose, c'est de faire un tour sur le contexte réglementaire qui est assez neuf, et puis de regarder vraiment la solution photovoltaïque comme la bonne solution. Je vous expliquerai pourquoi selon nous c'est la bonne solution, avec les mécanismes de subvention, les conditions de la rentabilité, et puis parler un petit peu de l'avenir, qu'est-ce qui va pouvoir se développer en plus demain.
Le contexte réglementaire, donc, c'est assez nouveau puisqu'il date de fin 2019, le 9 novembre 2019. La loi énergie-climat a été votée dans l'article 47, ou également qu'on peut appeler l'article L111-18-1. Eh bien, il est dit que, alors j'ai essayé de mettre en jaune ce qui est le plus important de cet article, que les constructions et les installations du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d'énergie renouvelable, soit un système de végétalisation. Dans quelles conditions? Ce sont les bâtiments qui créent plus de 1000 m² d'emprise au sol et qui sont des nouvelles constructions de locaux à usage industriel, artisanal, entrepôt. Donc on parle certes des bâtiments logistiques, mais on parle de tous les bâtiments artisanaux, industriels et en fait même derrière commerciaux. Donc pour faire simple, tous les bâtiments tertiaires qui ne sont pas des bureaux sont en général soumis à cette nouvelle loi. Et l'objectif, c'est de mettre en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement une surface au moins égale à 30% de la toiture du bâtiment et des ombrières créées. Alors déjà ça, normalement, quand on a dit ça, il y a sûrement plein de questions qui peuvent se poser. On pourra les poser plus tard et je vais vous expliquer pourquoi c'est peut-être pas une si bonne idée de se poser beaucoup de questions. La suite, c'est quand même, et c'est ça certainement qui est le plus dramatique à mon avis dans cette loi, c'est ce qui est écrit là, c'est l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter toute ou partie de l'obligation. Alors les décisions motivées, elles sont un petit peu expliquées. C'est en général quand il y a notamment des risques pour la sécurité qui imposent finalement des investissements dans des conditions économiquement inacceptables. Voilà, je ne suis pas sûr que ça soit très clair pour tout le monde. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable? Ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est l'autorisation d'urbanisme, enfin les autorités qui vont délivrer les autorisations d'urbanisme qui vont décider en fait, qui vont décider si oui ou non il faut le faire et qui vont même décider ce que veut dire ce texte dans un premier temps parce qu'évidemment le 9 novembre 2019 il y a encore très peu de jurisprudence et en plus la mauvaise nouvelle c'est qu'il y aura beaucoup d'autorités différentes qui vont légiférer là-dessus. Donc à la réponse, ça veut dire quoi 30%? Est-ce qu'on a le droit de s'en passer, etc. C'est certainement des questions qui sont légitimes, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir les réponses tout de suite. Les réponses, faut aller les chercher, à mon avis, auprès des autorités compétentes qui vont délivrer les autorisations d'urbanisme et au cas par cas. Alors après, il y a quand même quelque chose concernant les installations classées qui est dit dans cette loi, qui est qu'un arrêté va paraître pour pouvoir préciser ce qui concerne les installations classées. La bonne nouvelle, c'est que cet arrêté il est paru le 5 février 2020 et concernant les installations classées, il exclut finalement tout un tas d'installations classées au titre des rubriques. Alors je vous laisse les lire, 13, 12, 14, 16, bon. Il y en a beaucoup. Globalement, ce qu'il faut retenir, ce sont des rubriques justement où on a considéré que les risques étaient trop grands pour pouvoir mettre des centrales photovoltaïques en toiture. Et globalement, il faut retenir qu'il n'y a pas non plus les rubriques les plus traditionnelles dans la logistique que sont les 15-10, 15-30, 26-62, 26-63. Donc la plupart des bâtiments vont être soumis à ces obligations. Et il est précisé également un petit quelque chose sur la toiture, sur la prise en compte des 30% de surface de toiture, puisqu'on dit que ça exclut les surfaces requises pour l'application des prescriptions et qu'en tout état de cause, les bandes de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives sont exclus. Donc on vient un petit peu réduire l'assiette de la surface sur laquelle on doit calculer les 30%. Donc ça c'est pour le cadre réglementaire. Finalement, quand on a lu tout ça, quels sont les choix à faire? C'est finalement, on a le choix entre production d'énergie renouvelable ou toiture végétalisée. Et ensuite, il faut réfléchir à quelle production d'énergie renouvelable, puisque ça, c'est pas rendu obligatoire. Il y a aussi deux attitudes à adopter. Soit on cherche à éviter cette obligation, ce que je vous ai dit, je vais essayer de vous montrer que finalement, c'est peut-être pas une bonne idée d'essayer systématiquement d'échapper à cette obligation, parce que il y a des solutions qui sont aujourd'hui, on va dire, quasiment rentables, ou complètement rentables, ça dépend un petit peu de où on se trouve en France, et plutôt chercher à faire cette obligation une opportunité pour produire de l'énergie renouvelable et les grandes surfaces de bâtiments logistiques industriels sont une formidable opportunité pour ça. Alors,
quand on a parlé de, justement, j'écarte plutôt la toiture végétalisée et je favorise la production d'énergie renouvelable pour une simple raison, c'est en général la raison économique. Avec de la production d'énergie renouvelable, un investissement qui va permettre de générer des revenus. Les toitures végétalisées, c'est un investissement qui va continuer à coûter en maintenance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des toitures végétalisées, mais par contre, la toiture végétalisée, elle n'a un impact que sur la partie écologique. Et de façon générale, une toiture végétalisée, ça va être un impact sur la biodiversité. Et très clairement, si vous êtes sensible à la biodiversité, vous avez aussi beaucoup d'espaces verts sur des bâtiments qui peuvent jouer ce rôle. Et souvent, le deuxième intérêt de la toiture végétalisée, ce sont éviter les îlots de chaleur. Quand on a des grandes toitures bitume noires, ça peut provoquer, notamment dans une grande urbanisation, beaucoup d'îlots de chaleur. Et là, on va plutôt les éviter avec ça. Et là aussi, je pense, et d'ailleurs la loi, en fait, on ne l'a pas regardé, mais l'impose aussi, qu'on peut jouer plutôt sur les voiries et notamment les parkings végétalisés plutôt que des voiries bitume. Ça permet de jouer sur ce même mécanisme et de conserver des toitures qui là vont plutôt aller chercher des énergies renouvelables plutôt que la toiture végétalisée. Et ensuite, quand on parle d'énergie renouvelable sur une toiture de bâtiment, aujourd'hui, il faut savoir que la production d'énergie photovoltaïque, c'est de loin la solution la plus rentable, encore une fois, sur les toitures de bâtiment. Je pense même que c'est la seule. Aujourd'hui, on peut voir quelques éoliennes de toiture, mais très sincèrement, le problème des éoliennes, c'est qu'elles sont rentables quand elles vont très haut et quand elles sont très grosses, ce qui n'est pas possible sur un bâtiment. Et le photovoltaïque, aujourd'hui, est la meilleure solution, très clairement, sur des toitures de bâtiments. Mais, par contre, la procédure pour pouvoir les installer, c'est assez complexe. Et là, j'espère que je ne vais perdre personne, mais je vais devoir rentrer dans un grand tableau qui est assez complexe pour vous expliquer un peu tous les mécanismes et les dispositifs de soutien qui sont en fait des subventions au photovoltaïque qui existent aujourd'hui. Il est complexe ce tableau, sachez qu'il n'est pas complet, vraiment complet, et que je vous laisserai là ce site photovoltaïqueinfo.fr. Je trouve que c'est un site qui est extrêmement bien fait pour vraiment rentrer dans tous les détails si vous voulez aller retrouver les données. Surtout que tout ce que je vais vous dire, c'est évolutif chaque mois et que là, ce site tient à jour toutes ces évolutions. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les dispositifs de soutien au photovoltaïque, ils dépendent essentiellement de la taille de votre centrale et le type de votre centrale. Donc, ce que vous avez dans cette première ligne. Quand on parle d'une taille de centrale, on parle de kilowatts crête, inférieur à 100 kW crête, de 100 à 500, de 500 kW crête à 8 MW crête. Le watt crête, c'est une puissance en fait des panneaux photovoltaïques qu'on mesure dans des conditions standards. C'est le 4 litres au 100 de votre véhicule, c'est ce qu'on vous vend. La réalité, c'est que vous consommez en général un peu plus. Là, c'est un peu pareil, le 100 kW crête, c'est une centrale qui fait 100 kW en laboratoire, mais qui va être plutôt de l'ordre d'un maximum de 20% de moins, un maximum de 80 kW produits en été à midi. Ça, c'est pour les ordres de grandeur. Et donc, c'est comme ça qu'on détermine la limite de taille des centrales, donc inférieure à 100 kW crête. Et vous avez ici, je vous ai mis l'équivalent, on va dire, en surface de panneau et donc en surface de toiture ou en place de parking. 600 m² de panneau, c'est 100 kW crête. Vous voyez que si vous faites le ratio de 30% de toiture, ça veut dire que vous ne pouvez pas dépasser 2000 m² de toiture à remplir de photovoltaïque ou 40 places de parking. En tout cas, dans ce cas-là, vous avez une revente d'électricité automatique qui est le dispositif de soutien et qui vous permet en fait d'avoir un rachat d'électricité pendant 20 ans à des tarifs qui sont très clairs, qui sont fixés. Alors qui sont très clairs, sous-entendu, c'est aussi simple de demander de racheter cette électricité que de demander un raccordement électrique à Enedis. Le tarif, il est très clair, sauf que quand même, il change tous les 3 mois et vous avez simplement à suivre cette évolution des tarifs. Dès que vous dépassez les 100 kW crête, vous allez vous retrouver donc dans ce cadre vert qui est le principe des reventes d'électricité par appel d'offres à la CRE. La CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie, qui en fait détermine 3 catégories de 100 à 500 kW crête sur des bâtiments comme sur des ombrières, et puis au-delà des 500 kW crête jusqu'à 8 MW crête sur bâtiment et jusqu'à 10 MW crête en ombrière. Là aussi, je vous ai mis un petit peu les ordres de grandeur des toitures ou des ombrières de parking que ça représente. Vous voyez que les 500 kW crête, ça va jusqu'à 10 000 m² de toiture et 200 places de parking. Au-delà, vous avez encore des choses jusqu'à 8 MW crête, c'est-à-dire jusqu'à 75 000 m² de toiture.
Donc on est quand même dans des bâtiments c'est rare de dépasser ça quand même. De la même façon, pour les ombrières, vous avez jusqu'à 4000 places. Donc ça couvre quand même globalement l'ensemble de tous les bâtiments et de tous les parkings que vous allez pouvoir faire. Mais le principe de la subvention, là, il est là aussi en revente totale de l'énergie, mais avec le principe d'appels d'offres qui sont en fait des enchères inversées qui ont lieu tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on a le droit de déposer un dossier dans une de ces 3 catégories et de proposer le tarif de rachat qu'on souhaite auquel on souhaite vendre notre énergie. Et évidemment, ces appels d'offres sont limités en quantité et on va dire que même si le choix ne se fait pas uniquement sur le tarif de rachat, il se fait essentiellement sur le tarif de rachat. Donc ça veut dire quoi ? Si on regarde aujourd'hui, dans le cas où on est inférieur à 100 kW/crête, aujourd'hui c'est 10,25 centimes d'euros de kilowattheure qui vous est proposé pour racheter l'énergie pendant 20 ans. Quand vous passez dans les appels d'offres de la Creux, c'est des tarifs que vous proposez. Et là, c'est le dernier appel d'offres en date. Alors, je vous mets les tarifs auxquels, approximativement, les appels d'offres se sont gagnés. 9,5 centimes du kilowattheure en dessous de 500 kW/crête, 8,5 pour les 2 autres catégories. Là, je vous ai mis aussi les courbes. Les courbes, vous ne les voyez pas très bien. L'important, c'est de savoir qu'en fait, un bâton, c'est tous les 3 mois, vous avez un nouveau bâton. Vous voyez que ça a quand même tendance à baisser, mais que depuis 1-2 ans, c'est plutôt stable. C'est même en train de remonter un petit peu. Pourquoi ? Parce que actuellement, les appels d'offres sont sous-souscrits. C'est-à-dire que quand la Creux propose 75 MW/crête, il n'y a pas assez de projets aujourd'hui qui le demandent. Et c'est ça qui a fait que les tarifs ont arrêté de baisser depuis 1 ou 2 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'investissement photovoltaïque. Mais je crois qu'il y a malheureusement une deuxième nouvelle qui est peut-être plus mauvaise, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas l'obligation de faire du panneau photovoltaïque sur les toitures. Et depuis début d'année, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, ça veut dire que, évidemment, la quantité de projets qui vont répondre à ces appels d'offres va nécessairement augmenter de façon significative dans les prochains mois, prochaines années. Et d'ailleurs, la Creux le sait très bien parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, il y a des appels d'offres tous les 3 mois. On arrive au dernier appel d'offres, normalement, sur les... Ça dépend un petit peu, mais entre novembre et janvier. Et je sais que la Creux est en train de réfléchir évidemment à faire des nouveaux appels d'offres et à augmenter significativement les quantités de subventions qu'elle va donner parce que évidemment aujourd'hui on a l'impression, sur les grandes centrales, c'est le seul moyen finalement de rentabiliser son énergie photovoltaïque, c'est de pouvoir le revendre à l'État. Alors à EDF évidemment, mais avec la subvention de l'État qui est sous cette forme-là. Donc ils vont monter certainement leur quantité de subventions. La question, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui est paru, donc on n'a pas encore, on ne sait pas encore de quelle façon ça va évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en début 2021, ce que je vous explique sera déjà caduc, à la fois probablement sur les seuils qui changent, et puis sur les quantités, et évidemment sur les prix, les tarifs de rachat que ça va pouvoir amener. Alors, il y a une deuxième façon quand même de soutenir le photovoltaïque, qui n'est pas la revente totale, mais qui est l'autoconsommation. Alors, l'autoconsommation, vous avez 2 façons de la faire, là aussi. Soit vous êtes en dessous des 100 kW/crête, et vous avez quelque chose qui s'appelle l'autoconsommation avec revente du surplus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce que vous pouvez autoconsommer, vous allez l'autoconsommer, mais que vous avez le droit de revendre ce que vous n'autoconsommez pas. En réalité, il y a même en plus une subvention à l'investissement qui fait que ça peut être intéressant, mais ça reste quand même limité à des petites toitures. Et pour avoir des plus grandes toitures, alors ça se limite aujourd'hui à 1 MW/crête, vous avez la possibilité, c'est assez nouveau d'ailleurs depuis 1 ou 2 ans, l'autoconsommation totale. Alors l'autoconsommation totale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous autoconsommez, c'est-à-dire vous réduisez votre facture d'énergie, mais vous n'avez pas le droit de revendre. Vous n'avez même pas le droit de rejeter l'énergie non autoconsommée sur le réseau parce que Enedis a pas envie de déstabiliser son réseau. Et par conséquent, vous perdez tout ce que vous n'autoconsommez pas. Le mécanisme, il est assez subtil en fait, c'est que l'énergie que vous autoconsommez, vous n'avez pas besoin de payer toutes les taxes qui sont les TCFE, CSPE turcs. Pour faire simple, c'est quand même à peu près la moitié du coût de l'énergie, toutes ces taxes. Donc ça veut dire que finalement vous allez réellement réduire votre facture d'énergie du tarif hors TVA que vous payez.
Alors, je vais revenir un petit peu sur l'autoconsommation parce que il y a pas mal de mythes là-dessus et c'est important de comprendre. L'autoconsommation, c'est le fait que quand vous produisez, vous pouvez aller directement vous brancher sur votre TGBT de bâtiment. Mais malheureusement, la consommation et la production ne sont pas alignées. Des fois, vous risquez de produire plus que vous ne consommez et donc de vouloir injecter sur le réseau. Là, c'est pareil. Si c'est autorisé, vous pouvez le faire. Si c'est même revendu, tant mieux. Parfois, c'est interdit. Ça veut dire que vous devez même mettre des organes de coupure qui vous empêchent d'aller sur le réseau. Mais quoi qu'il arrive, le bâtiment n'est pas autonome. Vous restez toujours branché au réseau pour pouvoir vous apporter l'énergie, en particulier la nuit, les jours de pluie, l'hiver. Donc du coup, vous avez finalement le croisement de deux courbes, les courbes des besoins, là, que vous voyez en bleu, et la courbe des productions photovoltaïques que vous voyez en jaune, qui est en général en cloche et qui a un maximum à midi et qui est évidemment nul la nuit. Et par conséquent, il y a deux taux qui sont importants à prendre en compte. Ce qu'on appelle le taux d'autoconsommation, c'est la partie de l'énergie autoconsommée. Évidemment, la partie énergie autoconsommée, c'est la partie verte, c'est quand les besoins et la production se recoupent. Mais évidemment, il y a des moments où vous allez produire plus que ce que que votre besoin, et dans ce cas-là, il faut soit revendre, soit malheureusement, quand ce n'est pas autorisé à revendre, perdre cette énergie. Le taux d'autoconsommation, c'est donc l'énergie autoconsommée en vert sur l'énergie produite en jaune. Et vous comprenez assez vite que pour rentabiliser une centrale en autoconsommation, il va falloir maximiser le vert, minimiser le jaune, c'est-à-dire avoir des taux d'autoconsommation qui s'approchent des 100%. Le deuxième taux qui est important à retenir, c'est le taux d'autosuffisance ou d'autoproduction. C'est l'énergie là toujours qui est autoconsommée, mais en rapport des besoins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la réduction de votre facture d'énergie. Si vous avez un taux d'autoproduction de 30%, ça veut dire que vous aurez une réduction de 30% de votre facture d'énergie. Donc du coup, le mécanisme finalement, avec les derniers tarifs connus sur l'autoconsommation, vous voyez que c'est, vous pouvez dans le cas moins de 100 kW crête autoconsommer, c'est-à-dire finalement ne pas acheter au tarif auquel vous achetez hors TVA votre énergie. On va dire qu'aujourd'hui c'est plutôt des petits bâtiments, vous avez tendance à être plutôt entre 10 et à 13 centimes d'euros par kilowattheure. Et vous avez le droit de revendre le surplus à 6 centimes. Vous avez aussi une prime investissement de 80 euros par kilowatt crête. Vous verrez que le prix, ça représente à peu près 8% du coût de la centrale. Donc c'est pas mal, mais c'est une vraie solution qu'il faut comparer à la revente totale, parce que si jamais vous avez la moitié qui est globalement pas acheté à 12 centimes et l'autre moitié qui est revendue à 6 centimes, vous risquez d'être plutôt en dessous de cette solution. De l'autre côté, la réduction de consommation sur l'autoconsommation totale, là, il y a uniquement le fait qu'il faut réduire sa facture d'énergie. Et là, probablement que pour certains grands bâtiments qui sont plus consommateurs, les consommations, le tarif d'achat peut être bien en dessous de 10 centimes du kilowattheure. Et donc, finalement, la rentabilité des centrales photovoltaïques, elle va se calculer de cette façon-là. Alors, quand on a la rentabilité des centrales photovoltaïques, il y a évidemment ce que je viens de vous donner, le coût auquel vous pouvez revendre les produits d'exploitation. Il y a également l'investissement qui rentre en ligne de compte. Alors, l'investissement, il va se différencier selon qu'on est sur des bâtiments ou en ombrière. On va commencer par l'investissement sur des bâtiments. Je vous ai remis les mêmes sous-segmentations de taille. L'investissement, aujourd'hui, vous pouvez revenir de l'ordre d'une centrale photovoltaïque, c'est de l'ordre de 1 euro par watt crête. Ça peut descendre en dessous, notamment quand les centrales sont de plus en plus grandes. Mais ce n'est pas le seul investissement, parce que malheureusement, dans ces 1 euro du watt crête, je vais vous montrer, il n'y a pas la prise en compte des prédispositions du bâtiment. On attend de plus en plus parler de bâtiments PV ready. PV ready, ça veut dire un bâtiment qui a incorporer toutes les prédispositions pour intégrer une centrale photovoltaïque en toiture. Alors c'est quoi ce bâtiment PV ready? La centrale photovoltaïque, faut voir, c'est la définition de la centrale photovoltaïque d'ailleurs que vous aurez auprès notamment de tiers investisseurs qui vous proposeront d'investir pour vous les centrales photovoltaïques. C'est l'ensemble des modules, des systèmes de fixation sur la toiture, ici vous les voyez, ce sont les petits plots collés, et puis toute la partie électrique, câblage, transformation électrique, raccordement électrique. Mais ça ne suffit pas évidemment à faire une centrale, il faut aussi un bâtiment qui soit capable d'accepter
cette centrale photovoltaïque. Et le bâtiment PV Ready, c'est un bâtiment qui a donc correctement dimensionné sa structure. Ici, on parle souvent sur les centrales de 20 km² de surpoids. Un complexe de couverture qui est compatible avec cette centrale. Et là, c'est hyper important de comprendre que le complexe de couverture, c'est tout ça. C'est un bac acier qui est renforcé, c'est un isolant plus rigide et c'est une étanchéité qui est non seulement renforcée, mais qui n'est pas n'importe quelle étanchéité parce que c'est une étanchéité qui doit être compatible avec le système qui est prévu puisque les plots sont collés sur la membrane. Et pour être assuré, il faut des avis techniques de l'ensemble du système d'intégration. Et l'ensemble du système d'intégration, c'est le bac, l'isolant, la membrane et les plots collés qui vont porter les modules. Et même les modules, d'ailleurs, font partie de la couverture. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que finalement, on a la centrale d'un côté, le bâtiment de l'autre, sauf que l'assurabilité de cet ensemble, c'est un savant mélange entre le complexe de couverture et le système de fixation. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Un investisseur central photovoltaïque devra demander un système de couverture compatible. Un bâtiment avec une couverture donnée devra demander un système compatible. Donc ça, c'est à bien garder en tête. Et puis évidemment, un bâtiment PV Ready, c'est pas que ça, c'est aussi l'accessibilité et la sécurité qui est adaptée pour la toiture. Et puis ce sont bien souvent les fourreaux et les tranchées entre la centrale et le point de livraison, parce qu'en général, c'est beaucoup plus efficace de faire ces fourreaux au moment de la construction, au moment des travaux de VRD du bâtiment, plutôt que de revenir scier tous les enrobés qu'on aura fait à la fin du bâtiment. Ça représente un surcoût sur le bâtiment. Je vous donne une fourchette large qui peut vous paraître large, mais qui est réellement aussi large parce que ça dépend notamment de la taille des bâtiments, de 10 à 20 euros du mètre carré. C'est sûr qu'un grand bâtiment, on va avoir tendance à approcher les 10. Des petits bâtiments, et en particulier des petits bâtiments qui n'ont pas prévu toute cette accessibilité et sécurité de toiture, on va être plus proche des 20 euros du mètre carré. Ça représente quand même 1 à 2% du prix d'un bâtiment à activité. Ça représente aussi 10 à 20 centimes d'euros par watt crête. Si vous faites le calcul avec les 1 euro du watt crête, 10 à 20% de surcoût par rapport à la centrale photovoltaïque. Du coup, si jamais on regarde... Marc, oui. Marc, c'est Nicolas. Juste pour pas qu'il y ait de confusion, donc sur ce que tu viens d'annoncer comme prix, c'est uniquement la partie qui permet d'intégrer le photovoltaïque en toiture. Bien sûr, c'est le surcoût, c'est-à-dire que si jamais vous n'aviez pas à intégrer du photovoltaïque en toiture, vous n'auriez pas à payer ça pour avoir une toiture standard. Le surcoût d'une toiture PV Ready et d'un bâtiment PV Ready par rapport au bâtiment standard, c'est 10 à 20 euros. Alors, faire attention parce que le bâtiment standard va devenir le bâtiment PV Ready puisque maintenant ça devient obligatoire. Hein. C'est quand même... Donc, c'est le surcoût du bâtiment suite finalement à cette réglementation quelque part qu'on est en train de montrer. Donc, la rentabilité finalement de ces centrales photovoltaïques, elle est correcte, mais il faut faire... Alors, correct, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire des retours sur investissement qui sont quand même longs, hein, c'est plutôt au-delà de 10 ans. Et c'est des TRI, donc taux de rentabilité interne, qui sont corrects, mais là aussi très longs, qui se calculent sur 30 ans. TRI de 7% sur 30 ans sur l'investissement. Là où il faut faire attention, c'est que c'est la rentabilité de l'investissement de la centrale seule. 1 euro par watt crête. Et à cette condition, c'est-à-dire si vous proposez un bâtiment PV Ready à un investisseur photovoltaïque, alors vous allez trouver des tiers investisseurs, c'est-à-dire des gens pour qui cette rentabilité est complètement acceptable, voire tellement acceptable qu'ils vont non seulement investir à votre place, mais vont même pouvoir vous proposer des loyers ou des soultes. Alors le loyer, c'est de l'argent versé pendant 30 ans, la soulte, c'est l'équivalent, mais en vous versant une seule somme dès la première année. Évidemment, contre un bail de 30 ans, il faut signer un bail de 30 ans sur sa toiture auprès d'un tiers investisseur qui va investir et exploiter pendant 30 ans la centrale sur votre toiture, à condition évidemment d'avoir un bail qui lui permet de le faire. Dans les deux cas, alors c'est un peu, pour l'instant je vous dis c'est la même chose finalement d'être dans un cas ou dans l'autre, c'est pas tout à fait le même cas parce que dans un cas, vous êtes sûr que votre tiers investisseur ou vous-même si vous voulez investir avez un tarif de rachat garanti pendant 20 ans. Dans le deuxième cas, eh ben, vous n'êtes jamais sûr parce que la réalité c'est qu'il faut obtenir un tarif d'achat et il n'y a pas de garantie de gagner un appel d'offres. J'ai même envie de dire que un appel d'offres, ça se gagne que quand on sait les gagner.
Donc ça veut dire que ne vous improvisez pas gagneur d'appel d'offres si vous ne l'avez jamais fait. Je pense qu'il faut impérativement passer par des personnes qui savent le faire. C'est souvent des investisseurs, mais c'est aussi parfois des AMO qui vous accompagnent pour vous-même investir. Et également faire attention à des loyers attractifs. Parce qu'en général, vous allez avoir des propositions qui vous proposent des soults avant même de faire l'appel d'offres. Plus on vous propose d'argent, plus ça veut dire que normalement, on prévoit de répondre à l'appel d'offres avec des tarifs élevés. Plus les tarifs sont élevés, moins il y a de chances de gagner l'appel d'offres. Donc finalement, loyer attractif, c'est un peu antinomique avec l'assurance de faire son projet. Moi, je vous conseille, il y en a qui le font, de demander des garanties. Alors, une garantie, c'est je veux que vous soyez sûr de me donner ce loyer, y compris si vous perdez l'appel d'offres. Ceux qui le font, en général, vous promettent des loyers un peu moins intéressants, mais par contre, en gros, ils s'assurent de gagner les appels d'offres. Et évidemment, la deuxième problématique, c'est qu'il faut signer un bail pour 30 ans de sa toiture pour avoir un tiers investisseur. Et ça, je sais que c'est embêtant. C'est tellement embêtant, c'est que je pense que c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, les appels d'offres sont sous-souscrits. C'est-à-dire que tant que le propriétaire d'un bâtiment n'est pas obligé de mettre du photovoltaïque, et ben en général, ce bail de 30 ans ne vaut même pas les loyers qu'on lui propose parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est impactant sur un bâtiment. Après, ça va très clairement changer puisque maintenant, tous les bâtiments seront obligés d'avoir du photovoltaïque et probablement qu'il y aura de plus en plus de bâtiments qui auront des baux de 30 ans sur leur toiture. Si je viens sur l'ombrière photovoltaïque, c'est différent du bâtiment pour la raison que finalement, le PV ready, c'est-à-dire dans une ombrière, le coût des fondations et de la structure métallique, il est intégré dans le prix de l'ombrière. Et donc, le coût d'une ombrière photovoltaïque, elle est investie en totalité par l'investisseur. Mais vous voyez qu'on est plutôt dans l'ordre de 1,25 € par watt-crête. Et là, vous verrez que c'est difficile de rentabiliser cet investissement, en tout cas quand il n'y a pas beaucoup de soleil. D'ailleurs, je pense que vous regarderez les ombrières photovoltaïques. Je ne l'ai pas fait, mais je suis absolument sûr qu'elles sont dans la moitié sud de la France et qu'il y en a très peu dans le nord de la France. En tout cas, très peu investis par des tiers investisseurs. Alors, je vais vous donner un exemple, puisque c'est un projet sur lequel on travaille en ce moment, qui est un projet en Loire-Atlantique d'un bâtiment de 7800 m² de toiture. C'est la toiture plate, toiture à bac étanché à 3%. Et voilà la proposition d'un tiers investisseur qui a été faite, alors non pas à GSE, mais qui est faite aux clients de GSE en direct. Il propose donc de mettre les panneaux en bleu qui représentent 499,5 kW, c'est-à-dire 2800 m² de photovoltaïque, c'est-à-dire 36% de la toiture. Donc on est au-delà des 30%, tout va bien. On pourrait se poser la question pourquoi il a mis 36%. La réalité, c'est qu'effectivement, plus on va remplir les toitures, plus ça va être rentable. Donc les tiers investisseurs n'ont aucune envie de se limiter aux 30% réglementaires. Ils vont vous proposer en général plus. Ici, il y a un cas particulier, c'est qu'en fait, vous vous souvenez qu'à 500 kW-crête, il y a un tarif qui baisse au niveau du rachat. Donc, on préfère mettre un peu moins que 500 qu'un peu plus que 500 kW-crête, et c'est la raison pour laquelle c'est ce qui a été proposé. Et donc, il propose sur 30 ans une soule de 110 000 € ou un loyer de 6 500 € par an pendant 30 ans. Vous remarquerez que la soule, aujourd'hui, en tout cas dans les rentabilités, c'est souvent 16 années de loyer. Bon, à voir si on préfère prendre 16 ans en une fois ou 30 ans en 30 ans. Ça, c'est clairement un choix du propriétaire du bâtiment qu'il doit faire. Par contre, quand on vient à côté, la proposition de GSE, c'était un surcoût du PV ready pour les 7000 m² de toiture. Alors là, on ne met que 7000 m² parce qu'ici, on ne va pas mettre une toiture PV ready s'il n'y a pas de panneau photovoltaïque. Il n'empêche qu'ici, on est obligé de mettre l'ensemble du bâtiment PV ready pour y mettre qu'une partie des panneaux. Donc 7000 m² de toiture PV ready, 3 escaliers d'accès en toiture parce que là aussi, bien souvent quand même, on a tendance à se limiter à des échelles sans photovoltaïque. Il faut imaginer qu'une toiture photovoltaïque, c'est une centrale qui va devoir être exploitée, qui va devoir être maintenue régulièrement. Et aujourd'hui, ça demande un accès qui est sécurisé et qui est facile. Et ça, en fait, on s'est dit que ce n'était pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que la bonne solution, finalement, c'est de supprimer, en gros, les toitures qui sont que partiellement remplies. Parce que, dans ce cas-là, la soult est certes abaissée. Il n'y a plus que 460 kW-crête, 100 000 € de soult. Mais il n'empêche qu'il n'y a plus que 2 bâtiments qui vont être PV ready. Et là, ça fait quasiment, la soult va quasiment venir rembourser le coût du PV ready.
Ouais, va quasiment venir rembourser cette soulte. Et si on regarde ce bâtiment à l'aube finalement de la carte d'éclairage, là c'est la carte d'ensoleillement de France, hein, plus c'est rouge, plus c'est ensoleillé. Et ben si on faisait le calcul du tiers investissement, on va dire dans les zones les plus ensoleillées de France, on se rendrait compte que la soulte de 100 000 passerait à 220 000, c'est-à-dire qu'on est capable de rembourser plus que le PV Ready, 2 fois le PV Ready. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a une limite qui est assez intéressante là entre l'orange foncé et l'orange clair, parce que cette limite-là, elle coupe déjà la France en deux, et c'est à peu près la limite sur laquelle on va être capable de rembourser le PV Ready. Et la mauvaise nouvelle, et j'ai presque dire mauvaise nouvelle pour les interlocuteurs d'aujourd'hui, puisqu'a priori vous êtes dans cette partie-là où, alors c'est pas la partie la pire de France, mais c'est pas la partie où le PV Ready est facilement remboursable en totalité. Donc finalement, ce que va proposer un tiers investisseur, c'est de vous rembourser une partie du surinvestissement, mais encore une fois, une partie d'un surinvestissement que vous êtes obligé désormais de faire pour pouvoir construire des bâtiments. D'ailleurs, donc ça c'est une carte, c'est un slide qui ne trompe pas, qui montre que finalement, la carte d'ensoleillement et la carte de réalisation des projets de l'appel d'offres de Creux, ben vous voyez que ça suit entièrement les mêmes courbes. C'est-à-dire que la partie sud de la France, c'est là où sont réalisés la plupart des projets, et que dans les parties nord, il y en a beaucoup moins. Alors il y a une exception qui est le Grand Est, parce que le Grand Est, en fait, suite à la fermeture de Fessenheim, il y a eu un tarif de rachat préférentiel qui est limité à cette région, et vous voyez très bien que ça a permis d'augmenter le nombre de projets. Je sais aussi que la Creux est certainement en train de réfléchir en ce moment pour les prochains appels d'offres. Faut-il continuer à proposer un tarif unique en France qui a finalement je trouve plus mon mot, mais qui fait que finalement toutes les centrales sont construites au sud, ou est-ce qu'on pourrait proposer des tarifs qui dépendent de l'ensoleillement et qui permettraient de faire plus de centrales au nord? Alors je suis resté un petit peu longtemps sur ces principes d'autoconsommation, mais donc, sur ces principes de revente, mais on peut se passer de tout ça avec l'autoconsommation. Mais dans le cas de l'autoconsommation, il faut faire très attention, et c'est quelque chose d'encore plus difficile, l'autoconsommation à rentabiliser. Pourquoi? Parce que la rentabilité d'une autoconsommation, elle dépend essentiellement de son profil et de sa facture d'électricité. Dans un premier temps, il va falloir dimensionner correctement une centrale en autoconsommation totale pour que, vous vous souvenez tout à l'heure, la courbe jaune ne dépasse jamais la courbe bleue, ou très rarement, avoir des taux d'autoconsommation qui vont être au-delà des 80-90%. Et puis également, la rentabilité, elle est malheureusement pas garantie parce que, notamment, elle va dépendre de l'activité du bâtiment. La consommation d'un bâtiment, ça dépend du bâtiment, mais ça dépend aussi des gens qui l'occupent. En particulier, quand un bâtiment est vide, il consomme beaucoup moins d'énergie, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'autoconsommation. Alors je vais revenir un petit peu sur ces consommations énergétiques de bâtiments, justement dans l'optique d'imaginer ce que peut faire l'autoconsommation. Aujourd'hui, pour la consommation des bâtiments d'entreprise, on a, moi j'aime bien récupérer ces courbes, c'est l'Observatoire de l'immobilier durable qui publie, qui en fait fait des sondages auprès des utilisateurs des bâtiments pour connaître leur consommation réelle et pas leur consommation théorique. La bonne nouvelle sur ces consommations réelles, c'est qu'il y a un autre décret dont on n'a pas parlé, qui s'appelle le décret tertiaire, qui va faire qu'à partir de 2021, ça va être obligatoire. Tous ces bâtiments seront obligés de déclarer leur consommation réelle auprès d'une plateforme étatique qui s'appelle Opérat. Donc on devrait avoir de plus en plus de données sur ces bâtiments-là. Et on montre que selon qu'on a des bâtiments de bureaux, des bâtiments mixtes, des grandes surfaces ou des bâtiments logistiques, on a des consommations qui sont globalement différentes. On va essayer de s'attarder un petit peu sur le bâtiment logistique, dont vous voyez déjà que c'est le moins consommateur des bâtiments. C'est normal, c'est quand même des cellules, des grands bâtiments qui sont en général assez vides et assez peu chauffés. Si on regarde dans le détail, il y a un bâtiment logistique ici. Voilà, vous avez la quantité de bâtiments ici qui consomment entre 50 et 100 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Alors, j'ai juste pas expliqué, EP, ça veut dire énergie primaire, c'est une façon de pouvoir comparer les kilowattheures quand ils sont consommés par du gaz, du pétrole ou de l'électricité. Mais c'est la consommation globale en énergie primaire, encore une fois, réelle.
Et nous, chez GSE, les surfaces qu'on construit depuis quelques années, on essaie de les enregistrer au maximum pour se rendre compte là aussi de la vraie consommation des bâtiments qu'on construit. Et on se rend compte que 80% des surfaces qu'on construit, ce sont aujourd'hui des bâtiments, ce qu'on appelle hors gel, non climatisés, des entrepôts secs, ou alors des surfaces, on va dire des ateliers qui sont uniquement maintenus à une température faible. Et on se trouve autour des 100-150 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Ensuite, on construit aussi des bâtiments qui sont chauffés, climatisés, en tout cas en surface. Là, vous avez les bureaux, vous avez des ateliers qui sont tout simplement chauffés, climatisés. Et puis, on construit aussi des bâtiments qui sont là des bâtiments froids positifs ou froids négatifs, et là qui consomment évidemment beaucoup plus d'énergie, en plus qu'on a l'intérêt de consommer de l'énergie électrique. Et si on met au regard de ces consommations réelles les productions que peuvent représenter le photovoltaïque, on se rend compte que 30% d'une toiture, alors d'un bâtiment sec, surtout d'un bâtiment à un étage, c'est ça qui est important, c'est que tant qu'on construit des bâtiments à un étage, vous avez autant de surface de toiture que de surface de plancher. Et 30% de la toiture, ça représente la consommation totale du site. Si vous remplissez la toiture, en général, ça ne dépasse pas les 60% de la toiture parce qu'il faut quand même s'éloigner des zones d'ombre, des lanterneaux, etc. Et ben vous allez arriver à couvrir la consommation d'un bâtiment qui serait chauffé et climatisé. Et puis vous pouvez rajouter des ombrières, vous pouvez même rajouter des centrales au sol, et on peut imaginer le jour où ça sera vraiment très rentable. Et donc vous vous rendez compte que dans 90% des surfaces qu'on construit, en tout cas c'est le ratio chez GSE, les bâtiments d'activité que l'on construit avec une toiture photovoltaïque vont forcément produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Vous avez donc aujourd'hui les bâtiments activités réglementaires seront obligatoirement des bâtiments à énergie positive. Mais il y a encore plus grave que ça, entre guillemets, pour l'autoconsommation, c'est que produire plus qu'on ne consomme, déjà on se doute qu'il va falloir faire quelque chose de l'énergie qu'on ne consomme pas. Mais en fait, si on regarde les consommations réelles et également réelles au pas horaire de nos bâtiments, alors je vous donne deux exemples qui sont des exemples réels de bâtiments qu'on a construits et qu'on suit. Ici, un entrepôt sec de 42 000 m² avec des bureaux de 3 000 m² et ici, une messagerie de 3 000 m² avec des bureaux de 1300 m². Vous avez la répartition des consommations de l'année. Vous voyez qu'ici, c'est beaucoup, déjà on chauffe au gaz, donc par rapport à l'électricité, c'est pas génial, beaucoup d'éclairage, du process en gris qui sont souvent les chariots élévateurs, et puis la partie de bureau qui va avoir notamment le chauffage climatisation. De ce côté, vous avez toute la partie de bureau qui est ici, qui est beaucoup plus grand simplement sur les ratios, et puis là aussi, de l'éclairage des locaux, et ici les chariots élévateurs. Et là-dessus, en fait, vous vous rendez compte, si vous produisez l'énergie en temps réel, la partie que vous allez pouvoir réellement autoconsommer, c'est-à-dire produire au même moment que vous l'utilisez, elle est limitée. Elle est limitée à une partie de l'éclairage de journée, elle est limitée à une partie de la charge des chariots si vous arrivez à charger vos chariots en journée, et elle est limitée en général à la climatisation qui là est assez compatible avec de la production photovoltaïque. Et ça vous montre que le taux de production ne dépasse pas les 30%. C'est-à-dire que vous produisez autant que vous allez consommer sur l'année, mais vous allez pouvoir n'autoconsommer que 30%. Et donc il y a 70% que vous devrez soit revendre, soit jeter à la poubelle. Et ça pose un problème. Si on regarde cette autoconsommation au regard de la loi énergie-climat, en fait, vous vous rendez compte qu'un bâtiment d'activité qui n'est pas climatisé, ce qu'il est capable d'autoconsommer, c'est uniquement 4% de sa toiture. Un bâtiment qui est climatisé va pouvoir autoconsommer maximum 10% de sa toiture. Et donc, il n'y a que les bâtiments froids qui vont être capables réellement d'autoconsommer plus de 30% de leur toiture, c'est-à-dire finalement d'être conformes à la loi énergie-climat sans avoir à revendre leur énergie produite. Malheureusement, dans tous les autres cas, il faudra au moins en partie revendre et même revendre une grande partie de l'énergie produite. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas autoconsommer de l'énergie. Pourquoi ? Parce que l'autoproduction d'énergie, c'est un investissement qui est à peu près rentable, mais surtout qu'il faut voir comme un investissement de réduction de sa facture énergétique. Donc un investissement pour améliorer la qualité énergétique de son bâtiment. Et au vu de ça, on pourrait se dire que finalement, des panneaux solaires, c'est certes une bonne dizaine d'années de rentabilité. Ça peut paraître long, il faut savoir qu'aujourd'hui, et Dieu sait si vous, propriétaires de bâtiments, font des bâtiments qui sont aujourd'hui très peu chauffés et très isolés,
Voilà, isoler un bâtiment chauffé à 5 degrés, c'est 100 ans de retour sur investissement. Donc c'est certainement pas une logique économique qui fait qu'on surisole des bâtiments. C'est certainement une logique patrimoniale, une logique de ce que vaudra le bâtiment plus tard. Et ben je pense qu'il faut prendre l'autoconsommation énergétique photovoltaïque exactement de la même façon et essayer d'en faire au maximum, mais bien sûr se limiter à ce qui est rentable, c'est-à-dire limiter la taille des centrales en autoconsommation par rapport à ce que le bâtiment peut réellement absorber. Alors, quand j'ai parlé d'autoconsommation jusqu'à présent, évidemment, j'ai parlé d'autoconsommation qui était finalement sans stockage, parce que c'est ça qu'il y a derrière la limite de la production d'énergie. Pourquoi ? Parce que le stockage aujourd'hui, c'est une solution qui existe. Elle existe à travers la solution la plus commune, c'est les batteries électriques, aujourd'hui qui sont au lithium, et qui pose quand même là clairement un problème à l'heure actuelle économique, parce que voilà, mettre des batteries, ne serait-ce que pour stocker l'énergie de la journée pour consommer la nuit, c'est multiplié par 2 à 3 le coût de sa centrale photovoltaïque. La moindre batterie est aujourd'hui une perte de rentabilité par rapport à la revente subventionnée. Donc aujourd'hui, c'est quand même rare de faire cet investissement-là. Par contre, la bonne nouvelle quand même des batteries, il y en a deux à mon avis. La première, c'est que les coûts vont drastiquement chuter dans les prochaines années parce que, évidemment, ça se développe fortement chez les véhicules. Et la deuxième, c'est que probablement de plus en plus dans les bâtiments, vous allez avoir des batteries électriques qui vont être gratuites. C'est celles des véhicules qui seront sur les parkings des bâtiments et qui seront branchées. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à faire des centrales en autoconsommation qui vont être peut-être un peu surdimensionnées, parce que si elles sont surdimensionnées la première, la deuxième année, dans 3, 4, 5 ans, vous allez avoir de plus en plus de consommation énergétique de vos sites parce que les véhicules électriques vont être branchés sur les parkings. Et ça, c'est une très bonne source de trouver les ressources d'autoconsommation photovoltaïque. Ça ne va pas résoudre le problème, c'est-à-dire que ça ne va pas autoconsommer vos 30% de toiture quand même. Donc il faut peut-être imaginer dans le futur, et dans un futur où finalement les subventions vont être amenées à s'étioler de plus en plus, d'autres solutions qui sont aujourd'hui moins accessibles. Alors il y a des solutions gravitaires, thermodynamiques, énergie cinétique, tout ça c'est des solutions qui ne sont pas vraiment adaptées au bâtiment parce que c'est des solutions qui sont vraiment adaptées à des très grandes échelles. En revanche, il y a une solution dont on parle de plus en plus, et c'est la mode, je pense qu'aujourd'hui on n'entend plus un jour sans en parler, c'est la production d'hydrogène par les piles à combustible. Pourquoi ? Je vais vous expliquer très rapidement pour terminer cette présentation. Parce que la pile à hydrogène, c'est une solution pour transformer de façon assez efficace et assez écologique de l'eau en hydrogène en utilisant de l'électricité. Donc finalement, l'électricité va se stocker sous forme d'hydrogène, tout ça en hydrolysant de l'eau et en produisant de l'oxygène, c'est-à-dire assez peu de problèmes écologiques sur ces matériaux. L'hydrogène, c'est une solution finalement qui est une solution de stockage de l'électricité qui est pour le coup à des durées illimitées. Et la bonne nouvelle de cette pile à combustible, c'est qu'elle sait faire l'inverse. Elle sait réutiliser l'hydrogène et recréer de l'électricité. Avec des rendements qui sont là pour le coup un peu moins bons, mais par contre qui ont un intérêt pour le bâtiment, c'est que la perte d'énergie se fait sous forme de chaleur. Et la bonne nouvelle, c'est que les bâtiments ont bien souvent besoin de chaleur. Ensuite, l'hydrogène, on entend aussi beaucoup parler. Pourquoi ? Parce qu'on imagine que c'est potentiellement le carburant de demain. Alors quand on parle de demain, on ne parle pas avant 2030. Il faut être conscient que le camion à hydrogène, c'est certainement une solution sur les gros porteurs qui devrait être plus logique que le camion électrique, mais ce n'est pas une solution qui est encore mature. Il va falloir quelques années avant que ça arrive. Mais si on se place en 2030, en 2035, alors on peut imaginer un bâtiment de ce type-là, c'est-à-dire un bâtiment qui va être complètement équipé au maximum de centrales photovoltaïques et qui va être à la fois potentiellement autonome, c'est-à-dire qui va finalement, avec une centrale de production d'hydrogène et de distribution, il va être capable à la fois de stocker son énergie électrique pour lui-même et d'être un bâtiment qui est vraiment autonome, autoconsommation de 100% de sa consommation. Et comme je vous ai dit que ces bâtiments ils produisent plus qu'ils n'en ont besoin, il va pouvoir produire de l'hydrogène en plus. Et idéalement, quand on est dans la logistique, on dit que ça serait logique de la fournir au transport hydrogène, et ça représente à peu près 1 million de kilomètres, c'est-à-dire 30 camions an. Et ça, je pense que c'est une solution future qui est certainement très intéressante
pour pouvoir exploiter de façon complètement autonome et sans subvention de rachat d'électricité des centrales photovoltaïques. Après, évidemment, le modèle économique de l'hydrogène, il est tout à faire, et c'est pour ça qu'on a 10 ans devant nous, probablement, non pas pour peaufiner la partie technique, mais pour arriver à trouver les bons modèles de rentabilité de ces systèmes. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je pense qu'on va pouvoir passer aux questions.